Bonjour, chronique littérature aujourd'hui avec un petit ouvrage qui n'est pas forcément si évident que ça à classer d'ailleurs, hein, entre la fiction et la non-fiction. Par contre un ouvrage japonais, oui, une fois de plus, puisque je vais vous parler de Hiroshima Fleur d'été, qui est un petit recueil de récits de Tamiki Hara. Donc le titre original est Natsuno Hana. Ce sont des récits traduits du japonais par Brigitte Liu, Karine Chesneau et Rosemary Makino-Fayol, cette dernière livrant également un avant-propos. Ça a été publié d'abord aux éditions d'Agorno, puis chez Actes Sud dans la collection de poche Babel. Les trois récits compris dans ce petit recueil datent de 1947 pour deux d'entre eux et 1949 pour le dernier. Et le recueil a été édité ensuite en 1986, 1995 et la version que j'ai lue en 2007. C'est tout petit puisque ça fait 127 pages. Bon, je ne vous apprends rien. Les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, ont profondément traumatisé le Japon. Sur le moment, ils ont décidé pour une large part de la capitulation sans condition de l'Empire, mais la singularité de ce drame, même dans un pays qui avait été très durement éprouvé par les bombardements normaux, avec beaucoup de guillemets, dont les victimes se comptaient déjà en centaines de milliers, la singularité de ce drame donc a eu un impact particulier, et notamment dans les milieux artistiques et culturels, un impact peu ou prou immédiat, mais qui a perduré jusqu'à nos jours. En fait, en littérature, l'évocation des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki est rapidement devenue un genre à part entière, dit Genbaku Bungaku, littérature de la bombe atomique, qui comprendra quelques titres célèbres comme Pluie noire d'Ibuse Masuji, à l'origine du superbe film éponyme d'Imamura Shohei, ou encore divers écrits du prix Nobel de littérature Oe Kenzaburo. Mais ce sont là des auteurs relativement tardifs et qui n'avaient pas vécu eux-mêmes les événements. Au contraire, la première génération des auteurs de Genbaku Bungaku était davantage composée d'individus qui avaient directement assisté à ces drames, des hibakusha, et qui avaient ressenti le besoin d'en parler. Ainsi, Hara Tamiki, parmi les plus célèbres et les plus séminaux. Leur tâche était d'autant moins aisée que la censure des autorités d'occupation américaines voyait d'un très mauvais œil l'évocation de Hiroshima et Nagasaki et avait plus ou moins mis en place une sorte de tabou implicite sur la question, ce qui explique pourquoi le genre n'a vraiment décollé qu'à partir des années 50, soit après le départ du SCAP. Cependant, durant l'occupation, il s'était déjà trouvé des auteurs pour évoquer frontalement ces questions, ainsi qu'en témoigne ce petit ouvrage de Hara Tamiki, comportant trois récits datant de 1947 pour deux d'entre eux et de 1949 pour le dernier. Hara Tamiki, né en 1905, était avant tout un poète, mais deux événements successifs vont changer l'orientation de sa carrière, et tout d'abord en 1944 le décès de son épouse, des suites d'une maladie qui s'était déclarée en 1939. D'un tempérament dépressif, Hara Tamiki ne comptait semble-t-il pas lui survivre très longtemps. Mais l'année suivante, un peu avant l'anniversaire de la mort de sa femme, dont il souhaitait fleurir la tombe, Hara se trouve chez ses parents à Hiroshima. Il est là le 6 août quand Little Boy explose. L'horrible événement le traumatise, le mot n'est pas trop fort, et suscite en lui le besoin de témoigner de ce qu'a été, pour les Hibakusha, l'expérience sur le vif du bombardement atomique. D'où les trois récits largement autobiographiques qui seront rassemblés dans le recueil Fleurs d'été. Le titre original se passe de la mention de Hiroshima. Mais ce traumatisme a d'autres implications, surtout une profonde crainte que l'histoire soit bientôt amenée à se répéter. Le déclenchement de la guerre de Corée inquiète l'auteur. Va-t-on à nouveau employer la bombe? L'hypothèse était alors plus que crédible. MacArthur lui-même, l'ancien chef des autorités d'occupation, y était favorable. Et il semblerait que cette crainte a joué un certain rôle dans le suicide de Hara Tamiki, qui s'est jeté sous un train le 13 mars 1951. Mais il était notoirement fragile et avait déjà fait des tentatives de suicide, y compris avant le bombardement atomique. Hiroshima Fleur d'été est un bref recueil de trois récits, donc avant, pendant et après. Si la première nouvelle, qui est en fait la plus tardive, est à la troisième personne et n'implique pas explicitement l'auteur, mais quelques allusions ça et là s'avèrent assez transparentes, les deux suivantes sont à la première personne et n'en donnent que davantage le sentiment d'être des témoignages très personnels et somme toute assez peu littéraires, ce qui peut à la fois constituer une force et une limite de l'exercice, je suppose. Mais je crois que c'est mon problème avec ce bref recueil. Objectivement, il est important, nécessaire même, comme un témoignage éloquent du crime de Hiroshima. À cet égard, il n'a pas besoin d'être littéraire pour être pertinent et pour compter. Comme document, il remplit son office et mérite d'être lu.
Et les deux derniers récits, ceux de Pendant, Fleur d'été, et d'après, Ruine, sont terribles et glaçants. Le dernier l'est peut-être plus encore, à vrai dire, car il exprime bien davantage la singularité du bombardement atomique, ces gens qui continuent de mourir bien après l'éclair, dans un Japon par ailleurs contraint de réaliser qu'il a perdu la guerre, et qui découvre son unique héritage dans cette affaire, l'irradiation comme punition, pas moins injuste, comme la plupart des punitions, ce sont des innocents qui en font les frais, pour les entreprises criminelles et mensongères de l'armée impériale. Le récit s'ouvre peu ou prou sur l'allocution radiophonique de l'empereur, une première, annonçant la capitulation sans condition le 15 août, soit 9 jours à peine après Hiroshima. Cependant, globalement, je crois que j'attendais autre chose de Hiroshima à Fleur d'été, pour je ne sais quelle raison. La comparaison est peut-être absurde, mais je suppose que d'une certaine manière, je m'attendais à lire, disons, une sorte de Si c'est un homme, toute chose égale par ailleurs. Ce que n'est finalement pas ce recueil. Cela n'invalide en rien sa portée et son intérêt en tant que témoignage, mais le poète Harata Miki ne s'embarrasse pas de faire dans le style. Le premier récit, pourtant, Prélude à la destruction, qui date de 1949, les deux autres récits datent de 1947, en adoptant la troisième personne, il correspond peut-être davantage à ce que j'attendais. Il n'a par définition rien de l'horreur insoutenable et frontale des récits pendant et après, mais il m'a finalement bien plus touché, avec le portrait de cette famille en crise dans une ville qui connaît sans cesse les alertes de bombardement et multiplie les évacuations, mais passe peu ou prou toujours au travers, les B-29 ayant en fait d'autres objectifs. Bien sûr, le lecteur, lui, sait très bien ce qu'il en est, nul besoin d'attendre la conclusion pour cela, mais ceci aussi fait partie de ce qui touche davantage dans cette nouvelle. Et l'évocation de cet homme qui revient, au pire moment donc, à Hiroshima, et se promène indolent dans la ville encore intacte, donne paradoxalement davantage l'impression d'un poète égaré dans un champ de ruines. D'autant que ce poète, amorphe témoin d'une guerre qui n'a déjà que bien trop duré, et que l'on commence timidement à appréhender comme perdue, cherche un certain réconfort dans la littérature étrangère et dans les sciences. Pareille considération était sans doute hors de propos dans Fleur d'été et dans Ruine. Il n'en reste pas moins que Prélude à la destruction est le texte littéraire dans l'ensemble du recueil. Il n'est pas cependant sans présenter à son tour quelques difficultés, et j'avoue notamment l'avoir trouvé un peu confus. Mais ceci, et le reste aussi si ça se trouve, n'est peut-être pas en vérité imputable au seul Harata Miki. Je tends à croire que la traduction y est en effet pour quelque chose. Certes, sans pouvoir me référer au texte original, et je me sens comme toujours un peu mal à l'aise en avançant cette éventualité. C'est d'autant plus problématique à vrai dire que, dans cette édition, chacun des trois récits est traduit par une traductrice différente. Dans l'ordre, Rosemary Makino-Fayol, qui livre également un bref avant-propos, Brigitte Aliou et Karine Chesneau. Mais ces trois traductions m'ont fait régulièrement l'effet d'être trop littérales. Ben, peut-être, pour le coup, le texte japonais bénéficie-t-il d'une certaine attention stylistique qui n'a que trop rarement survécu à la traduction. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, mon opinion, même très embarrassée, et c'est peu dire, demeure. On ne perd pas son temps quand on lit Hiroshima Fleur d'été. Ce témoignage a une valeur propre qui suffit à assurer la nécessité de son édition et de sa lecture. Mais à ma grande déconvenue, même passablement gênée, le bref recueil de Harata Miki n'est justement pas autre chose qu'un témoignage. Ce livre n'est donc certainement pas mauvais, et historiquement il est d'une importance indéniable. Mais me concernant, pour les plus vaines et les plus incongrues des raisons, il ne m'a pas parlé autant qu'il l'aurait dû. Or, il est à prendre pour ce qu'il est, forcément.